tous et bienvenue dans l'interview. Notre invité aujourd'hui est Vincent De Wolf. Bonjour. Député bruxellois, chef de groupe et puis bourgmestre à Etterbeek, toutes des fonctions qui s'imbriquent et on va voir que c'est l'objet du jour puisqu'aujourd'hui le vote sur le décumul passe au Parlement bruxellois. Quel sera le choix du MR ? Donc nous allons voter contre le texte qui est déposé pour toute une série de raisons que je m'apprête à vous exposer. Eh bien on vous écoute. Alors, tout d'abord, je trouve qu'il n'est pas raisonnable de passer en force au-delà de la majorité néerlandophone. Je précise que le MR est pour un décumul à 50 000 habitants. On a déposé un texte qui a donc un fondement qui est européen. Oui, c'est pour le Parlement européen. C'est-à-dire que le Parlement européen conseille aux collectivités locales en Europe de ne pas permettre le cumul au-delà de 50 000 habitants. Je dis d'abord avec force qu'au-delà des gesticulations politiques, le MR est le seul parti aujourd'hui à Bruxelles à avoir appliqué ses propres règles en matière de décumul, puisque à Bruxelles-Ville, à Uccle et à Ixelles, nos mandataires qui prenaient fonction et qui ou bien devenaient parlementaires ou bien devenaient bourgmestres ou échevins ont démissionné de l'une des deux fonctions. Donc nous, on l'applique. Défi qui fait des gesticulations extraordinaires. Leur président va cesser d'être parlementaire et ne se représentera plus en 19, mais il va toucher 48 mois, 4 ans d'indemnité sans plus travailler. Ils ont 100% de cumul aujourd'hui au fédéral, 53% de cumul à Bruxelles. C'est pas, je veux dire par là qu'il y a un agenda caché. Ce n'est pas pour faire plaisir aux gens, parce qu'il y a un vrai problème de cumul. Ça fait 30 ans que Bruxelles fonctionne avec certains bourgmestres ou certains échevins qui sont parlementaires. Les études montrent d'ailleurs que c'est souvent les plus actifs dans le classement. C'est souvent les 5-6 Et pour vous, ça ne pourrait pas améliorer quand même les choses, ce décumul ? Mais nous estimons que dans les grandes villes au-delà de 50 000 habitants, il faut le faire. Et là, vous allez déposer un texte de loi sur il a été sujet. déposé. Le texte vous a le maintenez ? Mais bien entendu, mais il a été refusé par la majorité. Ça nous paraît être un compromis raisonnable. Que dans les communes de moins de 50 000 habitants, on ait le temps d'encore être parlementaire en plus et d'amener de la vie locale dans le Parlement, c'est très respectable. Ce qui m'embête, moi, ici, aujourd'hui, c'est que le président du Parlement a demandé un avis à des constitutionnalistes quant à savoir, comme on est à moins d'un an des élections régionales, est-ce qu'on peut modifier les conditions d'éligibilité des parlementaires dans ces délais-là ? Un constitutionnaliste a dit oui, l'autre a dit non. Et donc, moi je dépose un amendement aujourd'hui en disant qu'il faut appliquer un article de la Constitution qui dit, c'est un peu technique mais on comprend, on ne change pas les règles du jeu moins d'un an avant la partie. Donc 2019 pour le prochain Parlement, pour vous, c'est trop tôt ? C'est-à-dire qu'on est maintenant à moins d'un an du renouvellement et on veut changer les règles de composition de l'Assemblée. C'est pas raisonnable. Depuis longtemps, je veux dire, tout le monde est au courant. On parle, parler c'est bien, voter c'est mieux, et le faire trop tard par rapport à la Constitution, ça ne va pas. Un constitutionnaliste dit que ça ne va pas, et on veut passer à travers. Et puis je rappelle quand même que notre région, elle est fondée sur un équilibre linguistique. On est resté au frigo pendant des années, et puis on a trouvé un accord avec les néerlandophones, qui sont une minorité garantie, et aujourd'hui, on va détourner une règle, on va passer au-dessus d'une majorité néerlandophone via une minorité néerlandophone. Je pense que c'est très dangereux pour les fondements de notre région. Oui, alors on rappelle rapidement la procédure ici qu'on compte mettre en place. C'est normalement il faut la majorité dans les deux groupes linguistiques. Exact. Côté néerlandophone, ça coince. Et donc l'idée ici, c'est d'acter un premier vote et de repasser dans 30 jours. Et là, il ne faudrait plus qu'un tiers dans chaque groupe linguistique. Mais c'est là que j'insiste que ça ne va pas. Parce que je rappelle que lorsqu'on a voté cette loi de circonstances exceptionnelles en disant on peut se passer d'une majorité dans l'un des deux groupes avec un tiers seulement, c'était pour éviter le Vlaams-Belang, c'était pour éviter une dérive démocratique. Or ici c'est l'inverse qu'on veut faire. On veut par une minorité néerlandophone écraser une majorité démocratique néerlandophone. Ça, c'est pas convenable. Est-ce que vous suivez alors Benoît Sorek ce matin dans la dernière heure? Il disait qu'on détournait donc le mécanisme. Il dit c'est profondément dommage et dommageable pour l'équilibre communautaire que nous sommes parvenus à bâtir non sans mal à Bruxelles, car je vous le dis comme je le pense, la cogestion de Bruxelles est à nos portes. Et il dit refuser être le fossoyeur des institutions bruxelloises. Est-ce qu'on en est là? Écoutez, je pense qu'on peut dire qu'il y a trop de parlementaires. Trop de francophones, trop de néerlandophones. C'est vrai. On peut diviser tout ça par deux, par exemple. Bien. Mais ne plus avoir de minorité garantie néerlandophone, on n'aura jamais un accord là-dessus. Chez Écolo, ils ont dit repartons d'une page blanche. Moi, j'aime bien rêver, ce serait chouette, mais il faut être réaliste. Même Groen ne le voterait pas. Et donc, il faut tenir compte de ce qui est possible. C'est comme ça la vie. Et donc, aujourd'hui, aller dire que l'on peut
passer au-delà des majorités qui ont permis de fonder cette région. Je rappelle qu'on est resté avec le 107 Quater dans le frigo pendant 20 ans. Et Bruxelles ne bruxellait pas beaucoup à l'époque. Qui crée la région en tant que telle. Je l'ai dit ce matin dans mon allocution au Parlement. Il y avait beaucoup d'écoute, je dois dire. On met en danger les fondements même de notre région. Et ça peut faire en sorte que le modèle bruxellois qui a fonctionné pendant 30 ans, très bien, éclate. Je ne sais pas si c'est ça qu'il faut faire pour le 30e anniversaire l'année prochaine de la région. Quand Charles Piquet dit « Ok, appliquons-le pour le francophone en 2019, postposons-le pour les néerlandophones, ce qui leur permet de se réorganiser, en échange d'une diminution du nombre d'élus », qu'est-ce que vous répondez? Non, c'est pour tout le monde la même chose. Je veux dire, on ne va pas aller commencer à faire un décumul à la carte pour que les néerlandophones puissent le faire plus tard. Ça, je crois que ça ne va pas. Par contre, que l'on puisse faire une règle de 3 et qu'on dise, si on divise par moitié, on met 50 parlementaires francophones, il faut diviser dans la même proportion le nombre de parlementaires néerlandophones. Ça, j'ai pas de problème. Un conflit d'intérêts au Parlement flamand, on en parle sur ce dossier-là. Comment vous réagissez? Nous, on n'a rien à dire par rapport à ça. Ça vous semble légitime? Écoutez, c'est compliqué à dire. Ce que j'entends, ce qui énerve certains néerlandophones, c'est quoi? C'est qu'en réalité, vous avez une minorité de néerlandophones qui veulent des cumuls, une majorité qui ne le veut pas. Et vous avez une majorité francophone qui le veut. Et dans ces circonstances-là, on en arriverait à empêcher un échevin néerlandophone de Bruxelles de siéger au Parlement flamand. C'est ça qui les énerve beaucoup. C'est un choix qui doit se faire en Flandre. Oui, si le conflit d'intérêts est activé, ça va bloquer la procédure et on va être Si le conflit d'intérêts, il faut une majorité très particulière, il faut les 3/4. Je ne sais pas s'ils l'ont. S'ils déposent ce conflit d'intérêts et s'ils ont la majorité, il est possible que ça empêche le vote dans les délais. C'est possible. Ouais. Alors, on va en venir aux élections communales, mais à Etterbeek, dans votre commune. Alors là, on est 47 000 habitants, donc on est en dessous de la ligne. On est à 48 000 et des poussières maintenant. Voilà. Mais en dessous quand même des 50 000 et que le MR se fixe. Françoise Berthiaud, elle a choisi de ne pas se représenter. Elle choisit la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ça, c'est une position qui vous arrange ou qui vous dérange? C'est plutôt une position qui me dérange, parce que ça fait 30 ans que je fais campagne avec elle. Et elle a toujours été un numéro 2 de poids qui apportait des voix et de la compétence, mais ce sont des choix essentiellement personnels, de sa vie personnelle, qui ont conduit à cette orientation. C'est très légitime. Donc je n'ai rien à dire par rapport à ça, mais j'aurais préféré qu'elle reste. Ouais. Alors vous annoncez un préaccord pour prolonger la majorité MR, PS, Écolo. Vous comprenez ceux qui disent, attention, ça ferme le jeu? Je les comprends, mais ils ont tort, parce qu'il faut savoir ce qu'on veut. On a été la première commune la plus transparente dans les études qui ont été faites par la presse, dont vous. Bon. Et ce n'est pas nouveau, parce qu'il y a déjà depuis 1994, chaque fois qu'on fait un accord préélectoral, on le communique. Alors, il faut savoir ce qu'on veut. Dans toutes les communes, il y a des contacts qui se prennent des accords préélectoraux parce qu'il faut savoir avec qui on peut travailler. Ou bien on ne le dit pas et on vend un chat dans un sac et on trompe l'électeur. Ou bien ouvertement on dit nous voulons travailler avec un tel et un tel, mais évidemment la démocratie est respectée parce que dans notre accord, il y a une grille pondérée stricte. Le nombre de voix, le nombre de sièges conduit à des nombres de responsabilités. Mais pas pour le poste de bourgmestre, ça c'est pour vous d'office. Pas pour le poste de bourgmestre et pas pour les chefins flamands. Ah, pourquoi? C'est une excellente question, mais la réponse est aisée. On dit toujours que le bourgmestre est le ciment d'une majorité. Parce qu'il faut avoir quand même la possibilité de faire une harmonie entre différents partis. Et personne d'autre que vous ne pourrait l'assurer. C'est l'opinion de ceux qui ont signé l'accord. Ce n'est pas à moi à en débattre. Vous cumulez député, chef de groupe, bourgmestre, vous êtes avocat par ailleurs. Sur une semaine, combien d'heures vous consacrez à chaque poste? Je ne sais pas répondre à cette question, sauf que je peux vous dire que je fais partie de ceux qui dorment 5 heures et que ma vie personnelle est réduite à peau de chagrin. C'est un choix qui est personnel. Je vous dirais que lorsque la presse, et je n'aime pas dire ça, mais c'est la vérité, avait fait un classement du travail des parlementaires, l'ensemble des parlementaires à Bruxelles, tous partis confondus, votre serviteur était numéro 1 sur Bruxelles. Donc je crois qu'il n'y a personne qui peut dire à Bruxelles que je n'exerce pas de manière qualitative. C'était pas la question. Mandats. La question, c'était la ventilation entre les deux. C'est ma réponse. Alors, l'avis du gouvernement fédéral, elle n'est pas un long fleuve tranquille. On voit que Theo Franken s'est dit partisan de repousser les migrants qui étaient dans les embarcations à la mer. Charles Michel a dû le rappeler la position de la Belgique. Alors, comment est-ce que vous pouvez qualifier la situation du Premier ministre? Je vous propose 3 propositions de réponse. Il est devenu le
recadreur en chef de Theo Franken. Ça, c'est l'expression sur ce plateau de Marc-Jean Geelsels il y a quelques jours. B, c'est un Premier ministre démuni face à la NVA. C, c'est un partenaire loyal de la NVA, quoi qu'il arrive. Je n'accepte pas de me faire enfermer dans 3 propositions qui ne me conviennent pas. Alors, votre réponse? Ma réponse, c'est quoi? C'est de dire que Charles Michel fait son boulot, que c'est un bon Premier ministre, qu'il respecte la loi, qu'il respecte les accords internationaux et que lorsqu'il faut mettre les points sur les i et rappeler les lignes de gouvernement, il le fait très bien. Ouais, alors au niveau de le ministre de la Mobilité, MR, François Belot, cette semaine, dans une interview au Soir, disait la mobilité est l'otage, je cite, du merdier institutionnel. Il disait chaque fois qu'on a des relations avec les régions, chaque fois qu'on est à l'interface, c'est impossible, on est paralysé, on invite les gens, ils ne viennent pas. On est coincé. Je pense que François est honnête, qu'il dit la vérité, qu'il dit ce que d'aucuns n'osent pas dire. Il a, je crois, un bon plan pour le survol de Bruxelles. Mais personne ne vient aux réunions. Voilà. Et aujourd'hui, vous savez bien que la Belgique est devenue un État fédéral, avec des compétences d'environnement qui sont devenues régionales. Mais qu'est-ce qu'on fait face à cette situation de blocage? Écoutez, je pense que ce n'est plus maintenant, malheureusement, lorsqu'on est le nez face aux élections, d'abord communales et puis fédérales. J'aimerais bien, mais est-ce que c'est encore faisable à ce moment-là, avec les esprits qui s'échauffent, de trouver des solutions? J'en doute. Et moi, je crois que par la concertation, en mettant tout le monde autour de la table, on peut y arriver. Évidemment, le système qui a été voulu par les socialistes, en créant au forceps très rapidement dans la communauté et dans les régions, ça a été modifié finalement à la région wallonne, des majorités bloquées ont conduit, je dirais, au divorce entre le fédéral et le régional. Ça n'aide évidemment pas à un dialogue institutionnel. Bien, eh bien, il faudra donc suivre encore ces dossiers. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Avec plaisir. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, dans Les Experts, les invités seront Geoffroy Commence de Brachend et Benoît Ellings. Bon week-end à tous.